Merci Antoine. Alors tout d'abord, je tenais à remercier les organisateurs, Antoine et Romain, pour nous avoir proposé cette intervention. Donc effectivement, l'intervention portera plutôt d'ailleurs sur la microtomographie. Je passerai rapidement sur le début, mais Nicolas en reparlera peut-être un peu plus en détail. Je vois que tu es allé très loin pour voir que j'ai toujours fait de la diffraction. Voilà, donc merci. Voilà. Donc, l'intitulé de la présentation vise à donner on va dire, à susciter l'intérêt sur ces techniques d'imagerie sans marquage un petit peu particulières. Donc, je donne la présentation, mais je ne suis évidemment pas tout seul dans l'équipe. Vous avez les noms de Nicolas qui va intervenir juste après, Mathieu qui est notre ingénieur de recherche, actuellement deux doctorants, Assemaré et Riyad, qui travaillent sur le sujet, et on a deux ingénieurs en contrat, en CDD, qui donne aussi un coup de main pour les manips. Donc, alors, juste pour rappeler le contexte de la microscopie en intensité, qui est la plus connue, la microscopie en transmission, en fait, quand on étudie les différentes variantes que sont l'illumination en champ sombre, l'illumination oblique, l'illumination de Reinberg, il existe une bonne dizaine de techniques assez courantes qui vont donc tout d'abord on va dire de l'intensité pure pour petit à petit aller à une certaine maîtrise de la phase, le contraste de phase de Fritz Zernike par exemple, ou le contraste de phase d'inhérentiel de Nomarski. Eh bien, même quand on remonte encore plus loin sur le fameux ultramicroscope de Zidondorf et Zsigmondy, qui a vécu une renaissance sous le nom de microscope à feuilles de lumière en fluorescence, et en fait, qu'est-ce qui les caractérise pour fabriquer un contraste? C'est un certain contrôle de l'illumination par rapport à un microscope classique, un grand champ tout bête, et une certaine compréhension du phénomène d'interaction lumière-spécimen. Évidemment, tout ceci reste essentiellement qualitatif et ça permet de construire un contraste, mais pas forcément de faire des mesures de propriétés physiques. C'est 2D, toujours. On peut faire des stacks et des piles d'images, évidemment, mais c'est des méthodes intrinsèquement 2D au départ. La microscopie de phase, elle a été permise plus récemment. C'est l'invention de l'holographie par Gabor, avec ensuite les variantes qui ont permis une utilisation plus simple. Alors, les plus classiques étant l'holographie à décalage de phase ou l'holographie Horax. Les trois techniques ont été utilisées couramment en microscopie. Récemment, on a vu arriver les analyseurs de front d'onde qui sont très efficaces aussi. Et donc là, maintenant, on sait, on va dire plus ou moins facilement, mais on sait mesurer l'amplitude et la phase du champ diffracté, et non plus uniquement l'intensité. Alors, les techniques de microscopie holographique sont très développées. Il y a des dizaines de papiers qui sortent tous les ans et plusieurs sociétés qui commercialisent maintenant des instruments pour ceux qui n'ont pas envie de les développer. Alors, j'en cite deux qui sont l'INCETEC et Phase Holographic. Alors, pourquoi ces deux? Parce que c'est historiquement les premières, tout simplement. On a ici un microscope en réflexion de chez l'INCETEC, ici la variante en transmission. Phase Holographic Imaging étant plutôt concentré sur des systèmes en transmission. C'est des systèmes qui sont extrêmement précis, les mesures de phase en optique, c'est ce qu'on fait de mieux. Donc, c'est des systèmes qui ont rencontré un certain succès. Les analyseurs de front d'onde, alors je les cite parce qu'on a une entreprise française quand même qui fait ça, donc autant les citer. C'est apparu un petit peu plus tard. Donc le principe étant que l'analyseur de front d'onde est un interféromètre autoréférencé qui se fixe sur un bâti de microscope, on va dire classique. C'est le plus gros avantage de cette technique. Alors, les applications de ces techniques ont essentiellement été jusqu'à présent biologiques. C'était le premier marché visé par tout le monde. Ça vient maintenant un petit peu vers les matériaux, mais c'est quand même dans le domaine de la biologie qu'on trouve les applications les plus courantes. Et ça se comprend en particulier par les avantages de cette méthode. Donc, la puissance lumineuse nécessaire est extrêmement faible pour enregistrer des hologrammes, ce qui permet de faire, par exemple, des suivis de culture sur des très longues périodes. Ce film présente une culture imagée à raison d'une image toutes les 4 minutes pendant 3 jours, mais
on trouve maintenant des films où la culture a été suivie sur plusieurs jours, une semaine complète, hein, typiquement. Donc ça, c'est la très faible toxicité de ces techniques, phototoxicité, puisque les quantités de lumière nécessaires sont extrêmement faibles. Inversement, si on accepte d'éclairer suffisamment, comme on n'est pas limité par un budget de photons faible, comme souvent en fluorescence, on peut aller extrêmement vite. Et donc ce papier de 2005 montre les modes de vibration d'un globule rouge. Donc c'est les modes de vibration mécanique d'un globule rouge enregistrés à plusieurs centaines de hertz. On n'est pas limité en fait par la puissance lumineuse. Et ça, c'est aussi un très gros avantage. Alors, on mesure des quantités optiques. Effectivement, le problème est souvent de ramener ces quantités optiques à des quantités physiques, et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Il y a eu 2 très beaux papiers dans le domaine. Ce papier de l'équipe de Lausanne a montré en fait qu'on pouvait relier par une équation, alors il faut évidemment ajuster un certain nombre de paramètres, mais ils ont fait la démonstration aussi de la validité de cette équation, et ils en ont fait la mesure, à savoir que sur des neurones, la mesure de la phase, lorsque le courant passe dans le neurone, le courant GABA, en fait, ça se traduit par un pompage d'eau pour respecter la molarité, ce qui veut dire que l'épaisseur du neurone change un tout petit peu, son indice aussi, donc la phase mesurée change, et en fait, ils ont relié par cette équation la variation de phase au courant mesuré par une manip classique de patch clamp. C'est très difficile à faire, ces mesures de patch clamp, et en fait, ils ont montré qu'ils pouvaient faire de l'électrophysiologie entièrement par voie optique. Donc ça, c'est un papier qui a fait un petit peu de bruit dans le domaine. Un autre papier qui a suscité l'attention sur ces techniques, c'est la mesure de masse sèche lors de la division cellulaire. C'est un papier très intéressant puisque les mesures de masse sèche sont une technique extrêmement ancienne. Mais là, c'est fait à l'échelle d'une bactérie lors de sa division. Hein, donc, la bactérie à l'instant T, en début de division, et puis lorsqu'elle se divise, et le rapport de masse sèche montre que effectivement, la masse des 2 bactéries filles, la somme correspond à la bactérie de départ. On voit aussi que ce n'est pas exactement du 50-50. Ce qui est intéressant, c'est les densités. Hein, enfin, pardon, pas les densités, les masses mesurées, les masses sèches mesurées à l'échelle d'une bactérie qui sont dans le domaine du picogramme. Alors là, sur cette image qui vient de chez l'INCETEC, ce sont aussi des divisions cellulaires. Cette image est très intéressante parce qu'elle montre par contre une des limites de la technique. Voici une bactérie en train de se diviser et on voit ici un bump, un saut, qui n'existe pas physiquement. C'est une mesure optique. En fait, c'est tout simplement que la phase ici est plus importante parce qu'il y a plus de matière, mais les bactéries qui se divisent, hein, c'est plutôt des bâtonnets. Donc là, on a un biais de mesure qui, il ne faut pas traduire cette mesure optique en une épaisseur. C'est une épaisseur optique, ce n'est pas une épaisseur physique. C'est un biais dont justement les techniques de tomographie qui ont été développées après essayent, c'est ce genre de biais que ces techniques essayent de supprimer. Alors, les fondements de la technique sont en fait très anciens, puisque la diffraction cohérente, c'est le papier séminal du domaine, hein, c'est le papier de Emil Wolf en 69, qui considère que l'onde diffractée après interaction avec un spécimen, on va se placer dans une hypothèse simplificatrice d'ondes faiblement diffractées, de spécimens faiblement diffractants, absorbants, diffusants. Et donc, l'onde diffractée est d'amplitude très faible par rapport à l'onde de départ. Donc, grosso modo, si on fait un développement limité, on a l'onde de départ plus une petite perturbation. Et bien, dans ce cas-là, c'est le domaine de la première approximation de Born. Le grand résultat fondamental qu'il faut retenir, c'est que l'onde diffractée s'interprète comme un morceau de la transformée de Fourier 3D de la distribution des indices optiques. Donc, on n'est pas dans le régime classique de l'holographie 2D, où effectivement la diffraction nous donne des transformées de Fourier 2D. Ici, on va travailler avec des transformées de Fourier 3D. La démonstration est assez longue, hein, mais en fait, ce qu'il faut simplement donc retenir, c'est que ce qu'on mesure avec un système optique est 2D, mais on doit devoir le plaquer sur des sphères, puisque la diffraction, les vecteurs d'ondes diffractées obéissent à la conservation de la quantité de mouvement, hein, tout simplement, et donc on a des sphères. Et on va simplement séparer l'espace, à droite la partie transmise, à gauche la partie réflexion.
Et donc, il faut simplement adapter la projection des sphères et le recalage des sphères dans l'espace de 3D, dans l'espace 3D. Alors, juste pour comparer, et pourquoi c'est intéressant en transmission. En fait, l'holographie est souvent présentée comme une technique 3D, mais lorsqu'on fait la vraie reconstruction 3D et non pas une projection de la phase mesurée, voici le genre de choses qu'on peut obtenir. On a ici une diatomée en vue de face, en XY. On a déjà une certaine résolution. On voit qu'il y en a une deuxième qui est plaquée dessus. Par contre, lorsqu'on fait la vraie image 3D, cherchant à découpler donc les quantités physiques, les dimensions et les quantités optiques qui sont les indices, on observe en fait un fatras de frange de diffraction qui ne permet absolument pas d'observer l'objet en 3D. Alors, ça permet de faire une certaine... On a une certaine résolution 2D, mais pas 3D. C'est tout à fait adapté pour faire de la profilométrie et des mesures intégrales. Des mesures, donc, on intègre la quantité optique lorsqu'on traverse le spécimen. Par contre, effectivement, une vraie imagerie 3D est très limitée. Alors, comment ça s'explique? En fait, c'est assez facile. Si on prend un microscope en fluorescence classique, on a la fameuse loi, la fameuse résolution, l'approximation qui nous donne la résolution d'AB en lambda sur 2 NA. NA étant l'ouverture numérique de l'objectif, lambda la longueur d'onde d'émission. On retient toujours ça, mais dans un microscope en transmission, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'en réalité, on a un condenseur, et donc déjà, la résolution, c'est lambda sur l'ouverture numérique du condenseur plus l'ouverture numérique de l'objectif. Et évidemment, en holographie, on a une unique illumination. Donc, en fait, c'est une solution absolument radicale qui consiste à supprimer complètement le condenseur, et donc, on a évidemment perdu complètement cette contribution, ce qui explique que la résolution en Z soit bien moins bonne, et la résolution en XY d'ailleurs aussi. Alors, toutes les techniques de tomographie qui ont été développées se caractérisent donc par la même approche, essayer d'augmenter l'information qu'on a acquise. Et il y a différentes techniques, il y a 3 grandes techniques à utiliser qui sont balayer l'illumination, qui sont faire une rotation du spécimen ou changer la longueur d'onde d'illumination. La plus classique consiste à changer l'onde d'illumination, puisque si l'on reprend le principe de formation d'image décrit par Emil Wolf, en fait, l'information acquise à travers l'objectif correspond à la sphère d'Ewald tronquée par l'ouverture numérique de l'objectif, et puis on replace en fait la calotte de sphère pour obtenir les vecteurs d'onde d'objets. Et c'est ce qui explique la mauvaise résolution en Z, puisque en fait, il n'y a pas d'épaisseur. On a une certaine extension latérale, mais aucune épaisseur. En fait, en changeant l'onde d'illumination, on va évidemment mesurer exactement la même calotte de sphère, à la même position, mais par contre, le replacement dans l'espace de Fourier ne se fait pas au même endroit. Et on a donc une autre contribution. En changeant les différents angles, donc en prenant un grand nombre de contributions, on finit par remplir l'espace de Fourier et on obtient un support de fréquence qui est donc seulement étendu, mais qui est rempli. Il a une forme assez caractéristique, alors en 2D, surnommé le papillon, mais ça fait donc en 3D un objet dont le petit surnom a été le donut. Mais surtout, donc, on constate qu'on a une extension latérale, mais surtout une épaisseur. Et c'est cette épaisseur qui va redonner une résolution longitudinale. On a 2 limitations, évidemment, l'ouverture numérique de l'objectif, l'ouverture numérique du condenseur. On a fait ce qu'on appelle une synthèse d'ouverture en imagerie radar, sauf que ici, c'est fait avec un système optique, mais c'est exactement les mêmes principes que la synthèse d'ouverture radar. Donc, voilà la forme de ce support de fréquence en 3D, avec ce trou au milieu caractéristique. Donc, en fait, quand on y regarde de près, la tomographie, en fait, c'est une extension de l'holographie, ou alors on peut voir l'holographie comme étant tout simplement un cas particulier de la tomographie, où on a un seul angle d'illumination. Donc, on va tout simplement illuminer notre spécimen avec une onde de référence, avec une onde objet pardon, qui va être diffractée, et faire de l'holographie avec une onde de référence. Mais la nouveauté, c'est qu'on rajoute donc un système type tilt de contrôle de l'onde, qui nous permet donc d'enregistrer un hologramme en variant l'illumination sur le spécimen.
Alors, la technique, donc, l'algorithme de reconstruction, hein, consiste donc à prendre un hologramme. On va le traiter pour extraire les fronts d'onde. Ça peut être par différentes techniques d'holographie. On fait une première transformée de Fourier pour passer dans l'espace de fréquence, ce qui nous permet de repérer les vecteurs d'onde diffractés, mais on a aussi le vecteur d'onde d'illumination originale. On plaque ceci sur une calotte de sphère, donc l'holographie un seul angle, et puis ensuite, on va tout simplement répéter le process de nombreuses fois, de façon à reconstruire ce support de fréquence étendue. Et donc, à la fin, une transformée de Fourier finale nous donne l'image du spécimen en 3D. Alors, si on compare l'holographie et la tomographie sur le même spécimen, on voit tout de suite la différence. On va avoir un gain de résolution 2D, puisque le support, on l'a vu, est doublé latéralement, mais surtout, on a maintenant un vrai sectionnement optique 3D, et donc cette diatomée, hein, qui ressemble en fait à une espèce de Smarties, eh bien, maintenant on la voit en coupe. Sur le film suivant, c'est le même ensemble qui est vu alors normalement avec des lunettes anaglyphiques. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est surtout qu'effectivement on a cette deuxième diatomée qui est posée par-dessus la première, qu'on arrive à distinguer en tomographie, alors qu'elles sont complètement imbriquées l'une dans l'autre en holographie, puisqu'on perd cette résolution en Z. Il y a plusieurs avantages à cette technique. Alors, un des premiers avantages, c'est une meilleure résolution. Le fait d'utiliser de l'imagerie cohérente fait qu'on a une meilleure résolution qu'en microscopie incohérente. Alors, on avait fait cette image sur une dentelle de carbone, donc on avait l'image de référence en microscopie électronique à balayage. Vous avez ici l'image en microscopie grand champ classique. Comme elle est un peu autofluorescente, on est arrivé à faire une image de microscopie confocale, et voici l'image qu'on a obtenue en microscopie tomographique diffractive. Et sur ce genre d'image, il y a beaucoup d'outils de traitement d'image qui permettent d'estimer la résolution par des mesures de bord. Et donc, on a montré qu'on n'a pas la résolution théorique, on est un peu moins bien, mais on avait 130 nanomètres de résolution latérale, c'est-à-dire même un petit peu mieux que le microscope confocal, mais surtout, en fait, on avait récupéré le facteur 2 par rapport au microscope grand champ incohérent classique. Alors, l'autre avantage, c'est que l'indice de réfraction, c'est une grandeur complexe. Donc, on va mesurer à l'échelle microscopique à la fois la partie réelle qui va correspondre à l'indice, mais aussi la partie imaginaire qui va correspondre à un phénomène d'absorption. Et ce phénomène d'absorption, on le voit ici sur les cellules épithéliales buccales. En particulier, elles sont pigmentées. Et les organelles qui sont pigmentées ne sont pas les mêmes que les organelles purement diffractantes, ce qu'on voit ici. On voit même une certaine structuration à l'intérieur du noyau qui montre que la densité de l'ADN, en fait, dans le noyau, quand il est compacté, en fait, cette densité n'est pas une constante. Alors, on a construit, depuis notre premier prototype, différents setups qui ont servi à nos différentes expériences. Et actuellement, on développe un nouveau système qui a pour but d'être un petit peu plus pratique et plus rapide à utiliser, et qui a aussi pour avantage d'être construit quasiment uniquement à partir d'éléments standards. Pour ceux qui ne veulent pas se lancer dans ces constructions, il y a deux compagnies qui vendent des microscopes tomographiques, Nanolive en Suisse et Tomocube en Corée, hein, qui sont deux startups issues de deux groupes qui ont été leaders dans ces domaines. Alors, je vous invite à aller voir leurs sites web qui sont bourrés de très beaux films qui montrent surtout les différentes choses qu'on peut faire, hein, donc des time-lapse avec une bonne résolution et sur des grandes durées. Ici, on a un exemple, par exemple, d'internalisation de nanodiamants, et les nanodiamants ont un indice optique très élevé, ce qui fait qu'on les repère très facilement. Voici d'autres exemples sur des levures ou ici des cellules qui croissent sur des micropiliers pour étudier l'interaction cellulaire substrat. Ils sont en train de développer les applications de ces techniques à vraiment tous les domaines de la biologie, hein, les neurosciences, la microbiologie, etc. Donc, il y a beaucoup, maintenant que ces instruments sont distribués, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, évidemment. Voilà quelques exemples en 3D. Hein, disons que bon, voilà, ce sont des vrais films, hein, en 3D. Donc, c'est une technique qui maintenant commence à être bien maîtrisée, on va dire, pour la biologie.
D'autres exemples d'applications. Une autre variante, c'est de la tomographie en lumière blanche. Donc, en fait, là, l'astuce consiste à simplifier le système. Il n'y aura pas de balayage optique. En fait, c'est une extension du microscope à contraste de phase normal, avec un contraste de phase actif dans lequel on va changer la valeur de la phase qu'on applique. Un traitement évidemment numérique de reconstruction des images. Et comme c'est fait en lumière blanche, eh bien, on reconnaît ici cette figure caractéristique en moustache. C'est-à-dire qu'en fait, les calottes de sphère ont un rayon différent en fonction de la longueur d'onde, ce qui, là aussi, permet d'obtenir une information sur une épaisseur en Z plus importante. Alors, cette technique donne d'un peu moins bons résultats en profondeur en Z, hein, en sectionnement en Z, évidemment, puisque le support n'est pas tout à fait le même, mais elle a pour avantage d'être relativement simple à mettre en œuvre, et en particulier le module peut se brancher sur un microscope classique en transmission. Ça évite d'avoir à recourir à des microscopes, on va dire, spécifiques. C'est aussi développé, c'est vendu par une société aux États-Unis qui s'appelle Phioptics, qui elle aussi, hein, comme l'Incetec, comme Nanolive et comme Tomocube, développe énormément d'applications à visée biologique essentiellement. Alors là aussi, tous les exemples sont donnés sur leur site. Les personnes intéressées trouveront en général leur bonheur là-dedans. Alors, quand les instruments sont distribués, en fait, on peut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'il reste à faire. Alors, en fait, il y a énormément de limitations dans les systèmes actuels, y compris les systèmes commerciaux, ce qui motive énormément de travaux pour étendre ces techniques. Alors, par exemple, voici des images qui ont été prises il y a quelques années, mais ce sont des cellules humaines cancéreuses. Et on a en haut la partie indice et en bas la partie absorption. Et donc, par contre, ces séries d'images montrent très bien que les deux informations sont parfaitement complémentaires. À l'heure actuelle, les deux systèmes ou les trois systèmes commerciaux qui sont vendus utilisent des algorithmes de reconstruction qui visent à améliorer l'aspect morphologique, le sectionnement optique, mais qui, par exemple, font totalement l'impasse sur le fait que les spécimens sont éventuellement absorbants. Donc, c'est vraiment une imagerie numérique, hein, on acquiert des piles d'hologrammes, il n'y a pas d'imagerie directe, ce qui veut dire qu'il y a une boîte noire qui reconstruit les images. Et une des limitations, c'est qu'actuellement, cette partie absorption est tout simplement négligée, alors que, visiblement, elle apporte une information complémentaire. Un autre exemple qu'on avait fait à la même époque d'informations complémentaires qu'on peut obtenir, c'est que par exemple sur des granulocytes, la partie indice et la partie absorption font directement la segmentation de la cellule absolument sans aucun marquage. C'est juste des fausses couleurs. On voit ici l'ensemble en 3D. Donc en fait, le noyau est absorbant légèrement. Et donc, c'est le noyau qu'on a coloré en rouge, alors que la partie membranaire et cytoplasme est quasiment purement réfractive, ce qui fait en fait une segmentation complète de l'intérieur et de la membrane de la cellule, alors qu'on n'a fait absolument aucun marquage pour obtenir ce résultat. Une extension qui a été étudiée récemment, c'est une combinaison en fait de cette tomographie en lumière blanche avec une tomographie par balayage angulaire et pour faire de la spectroimagerie. Effectivement, on dit toujours que la tomographie mesure l'ensemble de l'information portée par le phénomène de diffraction, puisqu'on mesure l'amplitude et la phase. Mais par exemple, le fait de ne pas utiliser de marquage fait qu'on perd une certaine sensibilité chimique, hein, par exemple. L'indice optique est un critère de discrimination, mais qui n'est pas extrêmement sensible. Donc, des matières lipidiques qui ont des indices très élevés par rapport à l'eau sont distinguées facilement, mais par contre, on perd une spécificité qui, par exemple, est extrêmement facile à obtenir en microscopie de fluorescence. Et une manière de retrouver cette spécificité, c'est justement de jouer sur le fait que les indices varient relativement peu avec leur longueur d'onde, mais ils varient. Et surtout, la partie absorption varie beaucoup
avec la longueur d'onde. Et Soong a fait une très très belle expérience dans laquelle il a mesuré donc des globules rouges, on va dire normalement oxygénés et privés d'oxygène. Et il a pu retrouver une courbe qui est très connue dans la littérature, hein, puisque ceci a été fait évidemment sur des échantillons de sang oxygéné ou non, mais en volume. Et il est arrivé à refaire cette mesure à l'échelle d'un seul globule rouge. Et il a mesuré en particulier donc, la réponse en fonction de la longueur d'onde du coefficient d'absorption pour les globules rouges oxygénés ou non oxygénés, et avec une bonne sensibilité. Donc là, il y a une complication supplémentaire, évidemment, hein, puisqu'il faut non seulement faire l'imagerie 3D, mais en plus, il faut la faire à chaque longueur d'onde. Tout récemment, il y a eu des travaux en microscopie, en tomographie de la polarisation, hein, a été rajoutée dans les systèmes optiques de mesure. C'est une équipe de l'EPFL qui a publié ça récemment. Donc le système optique est quasiment le même que précédemment, le point important étant le balayage angulaire, mais si on maîtrise évidemment les mesures de type polarisation, on peut remonter à des paramètres supplémentaires sur le spécimen, et en particulier le fait que des spécimens peuvent être biréfringents. Ils présentent donc deux indices optiques, chose qui était dans les montages précédents totalement négligée. Ils ont obtenu des résultats assez intéressants sur des granules de potato starch, donc ce sont des granules de... Le nombre me revient. Où ils ont mesuré effectivement cette figure classique, hein, qui est une croix de Malte en fait, en polarisation, donc à l'échelle d'un grain unique, hein, puisqu'on a à l'échelle ici une particule plus petite que 10 micromètres. Ils l'ont évidemment fait en 3D puisque la mesure est 3D. Donc ce film est intéressant pour deux raisons, parce qu'il montre à la fois la sensibilité par rapport à l'indice optique et aux deux axes d'un système biréfringent. Il montre aussi le trou en Z qu'on a dans un système en transmission uniquement, puisqu'on voit la partie du dessus et d'en dessous du grain qui s'évapore, entre guillemets. Ça, c'est une imitation des systèmes optiques utilisés en transmission dont je reparlerai après. Alors, tout récemment, notre doctorant, Assemaré Tadeze, a monté une manip similaire avec les mêmes granules. Sur cette image, ce qui est intéressant, c'est qu'il a mélangé donc, des billes, c'est de la fécule en français, voilà. Et il a mélangé donc, des billes qui ne sont pas biréfringentes avec ces grains qui sont biréfringents. Nous, on a monté le système un petit peu différemment en utilisant une caméra de polarisation et en contrôlant l'illumination. Et on peut reconstruire donc directement les différentes contributions de polarisation X, Y et croisée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les billes disparaissent complètement sur les polarisations croisées, elles ne sont pas biréfringentes, alors qu'on mesure effectivement cette fameuse croix de Malte, hein, qu'on retrouve sur les systèmes biréfringents. Donc, c'est aussi une indication que la biréfringence qu'on mesure, c'est bien celle du spécimen et pas des artefacts, par exemple, qui seraient induits par notre système de mesure. En 3D, on retrouve les mêmes limitations, hein, dont j'ai parlé juste avant, hein, cet évanouissement en Z qui est dû à la résolution non isotrope des systèmes en transmission. Alors, ce problème de la résolution non isotrope a motivé aussi beaucoup de travaux. Là, par comparaison, donc, ce sont des images de grains de pollen en XY. On voit bien donc, là aussi la complémentarité d'ailleurs des trois informations, hein, puisque l'autofluorescence du grain de pollen apporte une autre information. Et dans le même plan image, on a vraiment trois images différentes. Par contre, en microscopie, ici, autofluorescence confocale, eh bien, lorsqu'on passe en Z, eh bien, on a la vraie structure entre guillemets, du grain de pollen, hein, qui est complètement segmentée. C'est essentiellement la membrane qui est autofluorescente, d'où l'intérêt de cette image. Par contre, effectivement, en tomographie, eh bien, on perd cette membrane sur le haut et sur le bas. C'est un phénomène qui est commun à tous les microscopes en transmission, qu'ils soient cohérents ou incohérents, qui est dû en fait à ce trou dans
réponse impulsionnelle optique que j'avais présentée précédemment, je vais revenir dessus. Et ce trou de fréquence non enregistré se traduit évidemment par une mauvaise qualité d'image le long de cette direction. Alors, assez naturellement, une variante est de se dire on pourrait faire de la tomographie en faisant tourner le spécimen sur lui-même. Si on fait tourner le spécimen sur lui-même, on voit là la calotte de sphère originelle du microscope holographique. Si on fait tourner le spécimen sur lui-même, c'est équivalent à faire tourner l'illumination autour du spécimen. Et on reconstruit en fait à ce moment-là un support de fréquence qui est plutôt une boule. Alors pas complètement pleine, puisqu'il y a deux zones qui ne peuvent pas être remplies à cause de la courbure de la calotte de sphère. Mais on se rapproche quand même beaucoup plus de quelque chose qui devrait avoir une résolution isotrope. Alors évidemment, manipuler un spécimen pour le faire tourner sur lui-même à l'échelle microscopique, ça présente un certain nombre de difficultés. Mais l'autre problème étant que souvent, on arrive à faire ça avec des distances de travail, des objectifs de microscope un peu plus grandes, et donc avec une ouverture numérique plus faible. Donc on aura une résolution quasi isotrope, mais moins bonne que dans le cas précédent. Par contre, il y a eu donc pas mal de travaux qui ont été faits. Et en fait, différentes techniques ont été utilisées, alors très astucieuses pour faire tourner les spécimens ont été utilisées dans des microcapillaires comme dans ce premier exemple, mais évidemment avec des pinces optiques qui sont une méthode très efficace. Alors, dans cet exemple, ils avaient fait une rotation sur 180 degrés, alors qu'il faut théoriquement la faire sur 360, mais les résultats qu'ils ont obtenus sont quand même déjà extrêmement intéressants à l'échelle donc de yeast, donc ce sont des levures, et sans avoir aucun contact physique ni nécessité d'incorporer la levure dans un capillaire qu'on va lui-même tourner. Il y a eu d'autres techniques très astucieuses. Les cellules animales présentent une certaine polarité électrique. Et donc, en fait, dans cet exemple, ils ont utilisé donc, une rotation par diélectrophorèse. Alors, on peut l'imaginer comme étant un micromoteur. Donc, ils ont gravé des électrodes sur les lamelles, lames-lamelles, et en appliquant un champ rotatif, la cellule, c'est le rotor du moteur. En fait. Et donc, ils sont arrivés aussi comme ça à faire une imagerie 3D, une vraie imagerie 3D de cellules. Et puis, une dernière astuce vraiment intéressante, par exemple, c'est la rotation naturelle de certains spécimens dans les canaux microfluidiques. Ça a été mis à profit dans ce papier, où en fait, on va faire de l'holographie le long d'un canal microfluidique, et par exemple, quand on injecte des globules rouges, eh bien, ils tournent naturellement par eux-mêmes. Alors, toute la difficulté est de faire le recalage d'image correctement, évidemment, mais ils y sont arrivés, on obtient une très bonne imagerie en 3D sans avoir à effectuer aucune manipulation sur le spécimen, puisqu'il a la bonne idée de tourner lui-même tout seul. Alors, quand on y regarde de près, il y a quand même un trou de fréquence manquante, et qui va se voir à grande ouverture numérique. Alors, la littérature de la tomographie est bourrée de petits noms sympathiques, puisqu'on avait le donut pour le système en transmission, on va avoir le trognon de pomme pour les systèmes en rotation de spécimens. On avait étudié différentes méthodes d'un point de vue théorique pour essayer de combler les trous. On peut imaginer, par exemple, combiner les deux techniques. Ça a été fait par une équipe à Taïwan récemment. Mais évidemment, si on sait faire tourner le spécimen et si on sait faire tourner l'illumination, la manière la plus efficace, entre guillemets, c'est de faire quelques illuminations, quelques rotations du spécimen avec la fonction de transfert du système qui est ici. Et donc, si je tourne le spécimen de 90 degrés, je recale les fréquences de 90 degrés. Voici le support de fréquence qu'on obtient. Et puis, si on fait 4, 6, 8, 10 rotations, on remplit de plus en plus en fait, l'espace de fréquence. Et là, à l'infini, on a évidemment une sphère parfaite qui est 2 fois plus grande que celle-là, quasiment 2 fois plus grande que celle-là, et qui est complètement pleine. Alors, on avait appelé ça de la tomographie multivue. Ça consiste tout simplement à répéter donc la manip après rotation du spécimen, et on obtient
un support de fréquence qui va être petit à petit rempli de manière complètement isotrope, et qui a été surnommé l'orange dans la communauté. Alors, on a construit cette manip il y a quelques années, tout simplement, en reprenant notre système en transmission. On a là, ici, un système de microscopie tomographique classique en transmission, un miroir tip tilt ici qui permet à travers l'objectif donc de contrôler l'angle d'illumination, c'est un balayage angulaire. La recombinaison ici qui va permettre de projeter l'image sur la caméra et de prendre nos hologrammes. Donc ça reste un interféromètre. Et simplement, au lieu d'utiliser un système de support de lamelles classique, 2D, on va, donc Bertrand Simon en particulier, donc, avait construit un système d'insertion. Et on a utilisé une astuce, on ne le voit pas bien sur la diapo, mais en fait, c'est une fibre optique. Cette fibre optique est mise en rotation directement par un moteur. Donc, on a tout d'abord étudié un spécimen qui est lui-même facile à faire tourner, c'est-à-dire la fibre optique elle-même. Ici, c'est une fibre optique amincie. C'est la technique qui est utilisée pour faire des pointes de microscope SNOM. Donc, on a des pointes dont le rayon de courbure est extrêmement fin. On descend à 20, 50, 20 nanomètres au plus petit. Alors, on n'y est pas là, mais ce qui est intéressant, c'est que donc, cette pointe est de dimension résolu en XY, mais absolument pas en Z lorsqu'on fait une seule acquisition en transmission. Par contre, si on arrive à recombiner plusieurs vues correctement, eh bien, on arrive à reconstruire la pointe sous les différents angles. Et puis évidemment, la section ici, c'est une fibre optique, ça doit être de géométrie circulaire, ce qu'on ne voit pas du tout sur une seule vue, mais qu'on arrive à reconstruire correctement en combinant plusieurs vues. Alors, donc les résultats qu'on avait obtenus sur une seule pointe nous ont encouragés à développer la technique, j'en parlerai un petit peu après, pour tourner des objets. Donc là, ici, on a un microcristal. Ce qui est intéressant, c'est donc une seule vue, il y a des micro-gouttelettes qui sont accrochées, puis on voit cette élongation le long de l'axe optique, qu'on arrive à faire totalement disparaître lorsqu'on arrive à fusionner 8 vues. On a aussi comparé ce que ça donnait avec des algorithmes de déconvolution. Donc voici une seule vue déconvoluée. On a une amélioration du résultat. Mais par contre, c'est par exemple sur la combinaison et le recalage de 8 vues qu'on est arrivé à voir que, en particulier, ce cristal avait eu un petit problème à la croissance, à la pousse, puisqu'on a ici une zone qui montre bien que, visiblement, ça s'est pas fait de manière homogène. On a aussi réussi à accrocher des spécimens qui commencent à ressembler un peu plus à de la biologie. Alors ici, un grain de pollen. Le truc, c'est qu'en fait, on a utilisé une technique de photopolymérisation avec la pointe de fibre optique qui est par ici. Et en envoyant de la lumière, on photopolymérise jusqu'à accrocher le grain de pollen. Donc on va à la pêche au spécimen, mais ça marche très bien. Et ensuite, on peut donc utiliser cette fibre optique comme support et la faire tourner. Alors, sur cette image, ce qui est intéressant, c'est là encore de voir que la partie absorption, il n'y a que le pollen, on ne voit pas du tout la tache, alors que sur la partie réfraction, on va voir apparaître le photopolymère qui a servi à tenir le pollen. Et par exemple, sur cette image, on voit aussi que la distribution des chromophores absorbants sur ce pollen se fait sur la paroi intérieure et non pas sur la paroi extérieure de l'échantillon. Ce qui montre encore là aussi l'intérêt de travailler avec cette double imagerie d'indice et d'absorption. Autre piste de recherche assez active actuellement, et là ça vaut le coup de citer une équipe du CEA, c'est comment diminuer les coûts et faire de la tomographie bas coût. Et ils ont développé une technique assez intéressante basée sur un éclairage semi-cohérent, puisque ce sont des LED. Il n'y a plus d'interféromètre, c'est directement l'holographie au sens de Gabor. Et directement, en posant directement l'échantillon sur un spécimen, on enregistre les franges d'interférence. Alors, l'algorithme de reconstruction est évidemment beaucoup plus complexe que précédemment, mais ça marche très, très bien. Et en particulier, cette technique a été développée pour observer des spécimens et des volumes relativement importants. La technique précédente était vraiment réduite à quelque chose de très
des tout petits volumes à cause du facteur de grandissement, alors qu'ici, on arrive à des volumes, ils sont montés jusqu'à des volumes de quasiment 1 mm3. Olivier, tu penses à, excuse-moi, te diriger doucement vers Oui, la fin? Merci. quasiment. Alors, dernier grand problème, c'est la vitesse, puisque par définition, la tomographie, c'est un système séquentiel. On va balayer et donc il faut acquérir beaucoup d'hologrammes et il faut les traiter, alors que par définition, un microscope en transmission, c'est un système de traitement d'informations en parallèle et qui est donc ultra rapide. On a mené un certain nombre de travaux, alors purement numériques, mais qui ont montré qu'on peut maintenant, avec les cartes GPU modernes, faire l'affichage 3D d'un système en quasi temps réel, à plusieurs images secondes, donc plusieurs images 3D par seconde. La limitation actuelle des systèmes, c'est le taux de transfert des caméras ultra rapides vers les ordinateurs. Les caméras ultra rapides existent, les ordinateurs et les cartes GPU existent, mais entre les deux reste le goulot d'étranglement qui est le transfert des données d'une caméra ultra rapide vers un ordinateur. Quand on arrive à le faire, alors là, on l'a simulé, c'est-à-dire qu'on a préacquis toutes les images et le film correspond à la reconstruction, comme si le flux d'images arrivait en temps réel de l'image. On est arrivé ici avec une carte déjà un peu ancienne, à plusieurs images 3D par seconde. Ce qui est intéressant, c'est donc de voir la résolution de l'image apparaître au fur et à mesure qu'on fait la synthèse d'ouverture, plus on prend d'angle. Et donc, sur la partie de droite, qui est un agrandissement de la partie de gauche, eh bien, on voit cette zone-là. Et on voit donc les diatomées avec des grosses structures apparaître en premier, pour petit à petit voir apparaître la structure ici en nid d'abeille, qui est évidemment beaucoup plus faible et qui ne s'obtient que lorsqu'on a réalisé la synthèse d'ouverture complète. J'introduis là juste donc la présentation suivante. La microscopie tomographique diffractive, en théorie, donc, on est capable d'enregistrer toute l'information portée par l'onde une fois qu'elle a interagi avec le spécimen, ce qui fait qu'en théorie, on peut synthétiser tous les microscopes en transmission classique, avec les avantages que certains présentent en termes de contraste dans les images. Et donc ça, c'est ce dont Nicolas va vous parler tout à l'heure. Alors pour conclure, les différents avantages de la technique, une grande résolution. Ça a été démontré même avec une résolution inférieure à 100 nanomètres par l'équipe de Lausanne. Un échantillon qui n'a pas besoin d'être préparé, gros avantage. L'utilisation d'un nouveau contraste d'observation des spécimens qui est l'indice optique, avec évidemment une grosse limitation, c'est que la taxonomie n'a pas été faite et que souvent l'interprétation de ces images est un petit peu difficile. De nombreux défis qui restent à résoudre, et donc la combinaison de la polarimétrie et de la spectroimagerie, ça vient tout doucement. Par rapport à la fluorescence, il reste évidemment une grande question qui reste, elle, complètement ouverte, c'est-à-dire, pour l'instant, on n'a pas de vraie méthode de super résolution ou de nanomicroscopie comme on a en fluorescence. Donc là, il y a un grand défi pour la communauté. Il y a des gens qui commencent à s'y intéresser. Voilà, je conclue là. L'alarme a redémarré, désolé. Et en remerciant aussi tous les collègues qui ont contribué à ce travail, qu'ils soient de l'IRIMAS ou bien d'autres laboratoires.